Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien de votre côté. Moi, ça va. On est samedi matin, on est le 28 janvier. J'ai un petit peu envie de prendre la journée en mode comme elle vient, en mode ce que j'ai envie de faire. Et là, ce que j'ai envie de faire, là maintenant tout de suite, c'est de broder et de papoter. Alors, c'est pas forcément l'heure. Y a-t-il une heure pour broder et papoter? Certainement pas. Donc broder et papoter, donc vous l'aurez compris, bienvenue dans une nouvelle aiguille à papote. J'espère que vous avez du temps. Ça vous dit pas de prendre votre ouvrage, de vous installer confortablement et puis de passer un petit moment avec moi? Il y en a pour un petit moment, hein. On sait tous que moi et les vidéos courtes, on n'est pas copines. Donc voilà, donc ça va être encore un peu long. Alors, dans cette aiguille à papote, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter tout ce sur quoi j'ai travaillé depuis la dernière fois, parce que sinon, il y en aurait pour trop longtemps. Parce que, j'ai quand même pas mal avancé sur mes projets. Donc, si je commence à tout vous présenter, il va y en avoir pour trop longtemps. Et deux, on arrive à la fin du mois. Et du coup, je vais en profiter pour faire dans quelques jours un podcast de Petite Croix pour présenter toutes mes avancées sur les projets. Donc en gros, ceux qui sont intéressés plus par la broderie et puis l'avancée sur différents projets, ce sera plus pour le podcast. Et ceux qui sont intéressés par la broderie et le papotage sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur mes lectures. Quoique j'ai commencé à regarder des séries Netflix et ouais, je suis tombée sur... Alors, j'ai encore 10 ans de retard sur tout le monde, hein, enfin 10 ans, entre guillemets. J'ai encore 2 trains de retard sur tout le monde. Mais ouais, j'ai découvert deux séries là, qui me plaisent bien. Et donc, j'ai pas mal regardé. Donc voilà. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc en gros, ou vous aimez les deux, vous regardez les deux formats, ou vous préférez le papotage, vous pouvez préférer le podcast, il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Bon, allez, on va commencer parce que ça fait déjà 3 minutes que je cause. Et voilà, on se demande pourquoi les vidéos sont longues après. Alors, la broderie sur laquelle je vais travailler, parce que quand même l'aiguille à papote, c'est je brode avec vous, entre guillemets, et puis je papote. Donc il faut quand même un support. Donc c'est le patron de Kooré et Batik Kooré qui s'appelle La Notte di Natale, la nuit de la natalité. Un patron que j'ai eu Univers Broderie, je crois, il me semble. Oui, je l'avais commandé sur Univers Broderie. Après, Kooré et Batik Kooré, je pense que c'est disponible, pas un peu partout, mais c'est facilement trouvable. Sur Casa Selina, je pense que vous l'avez. Sur De Mère en Fille, peut-être qu'ils y sont aussi. Sur Univers Broderie. Sur Etsy, peut-être, regardez. Je vous mettrai le nom du patron et puis le créateur, et puis vous pourrez aller farfouiner si le patron vous tente. Donc, c'est un patron qui nous arrive sous la forme d'un petit livret. Voilà, je ne vous montre pas l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, c'est les grilles. En tout cas, il y a 7 feuillets pour le patron. La taille du truc. En points, ça fait 280 points de large par 180 points de haut. Alors, c'est la couverture partielle, puisque c'est mon domaine de prédilection. C'est la couverture partielle, c'est du point compté. Voilà, donc moi, mais j'ai pas changé les choses. J'ai décidé de suivre scrupuleusement les instructions. Donc j'ai pris une toile de lin
de chez Zweigart Édimbourg, donc 14 fils par centimètre. Je la brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Il y a du point compté et du point arrière. Et il n'y a pas pléthore de couleurs. Il y a 10 couleurs, je crois. 10, oui, 10 couleurs. Donc moi j'ai pris du DMC, mais on peut prendre une autre référence de fil, il n'y a pas de souci. Sauf que il y a une couleur qui est la couleur 03 en référence DMC qui fait partie des nouvelles couleurs de DMC. Donc ça, je sais que par exemple sur les fils Amazon, c'est pas disponible. Donc soit la prendre chez DMC, soit prendre un équivalent. Et la couleur 03, c'est quoi? Ça a l'air d'être un gris, c'est une nuance de gris. Alors après, des nuances, un gris un peu clair, peut-être. Oui, parce que c'est pour, ah non, un gris un peu foncé. C'est pour faire le petit raton laveur là. Donc je pense que des gris chez DMC, des gris en couleur Amazon, il y a moyen de la remplacer, quoi. Voilà. Bon, où est-ce que j'en suis? Alors attendez. Je vais prendre... Voilà. Alors voilà, j'en suis là. J'ai bien avancé, hein. Je suis contente. Je suis contente. Alors attendez, il y a un problème de luminosité comme d'habitude. Donc voilà, donc depuis la dernière vidéo que j'ai fait, je ne sais pas. Je crois que j'avais... Ah oui, j'étais en train de finir la branche là. Voilà, j'avais fini la branche. Et depuis, donc j'ai fait le petit oiseau qui est dessous là. J'ai fait la couronne suspendue. Et puis, je commence à attaquer l'ours polaire. Alors là, c'est chouette parce que j'avais hâte d'être dans la zone des animaux. Là, je trouve ça trop mignon. Et c'est là que je vois que ces patrons, c'est super agréable à broder parce que c'est à la fois des monoblocs qui sont faciles à broder et à la fois des petites zones avec des détails. La couronne, là, enfin, je vous la montrerai de plus près. La couronne, il y avait des petits détails, etc. Sans être hyper détaillé, ça apporte... il y a un petit côté confetti qui apporte une petite précision à l'ouvrage et ouais. Ouais. Donc voilà. Donc avec vous là, eh ben je vais me concentrer sur l'écharpe. Je crois que je vais commencer par faire le rouge parce que là je sors d'une partie de blanc et puis j'aime bien changer les couleurs un petit peu. Enfin, je veux dire varier la couleur que je brode pour faire un petit peu de rotation et de changement et de voilà. Voilà. Bon, alors, je m'installe, caméra sur mes mains, j'installe ma broderie sur mon tambour et je vous retrouve tout de suite pour la partie papotage. Alors, me revoilà, aiguille à la main, on va dire ça comme ça. J'ai monté donc la broderie sur mon tambour. J'ai commencé à faire les 2 premiers points. J'ai commencé mon aiguillé. Et puis, j'ai installé mon petit aimant aiguille, là, que vous voyez. Donc là, je vais m'asseoir. Je vais essayer de ne pas vous péter les oreilles avec le bruit de la chaise. Voilà. Tac. Et je vais, comme d'habitude, commencer à faire quelques points avant me mettre en route avant de commencer à papoter avec vous. Alors là, la couleur que je brode, c'est la couleur 3801 de chez DMC. Un rouge un peu
un rouge un peu... un rouge vermillon. Je crois que c'est comme ça qu'on qualifie cette couleur. Et donc, je vous redis à quel point c'est agréable de broder sur cette toile. Allez, je vous le redis. Donc, toile de lin, évidemment, c'est mon support préféré. Mais ça se brode très très bien. Pour les personnes qui hésiteraient à se lancer sur une toile de lin, un patron de Kooré et Batik Kooré, donc peut-être pas si grand que celui-là, et encore, faut pas être effrayé par la grandeur du truc. Mais un patron de Kooré et Batik Kooré, c'est idéal parce que effectivement, ça mêle des zones blocs monochromes là, où vraiment on va dire, parfaire sa technique de broderie sur le lin. Attends, je fais gaffe que vous voyez pas le... Pardon. Où on peut parfaire sa technique de broderie sur le lin. Et puis des zones plus de détails où, voilà, mais vraiment. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après, ça peut se broder sur autre chose, hein, évidemment. Hein. Ça peut se broder sur de l'étamine, ça peut se broder sur de la toile Aïda. Mais pour franchir le pas sur du lin, je trouve que c'est une des compagnies qui s'y prête bien, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors, donc ça fait 15 jours que je ne vous ai pas fait de vidéo. Effectivement, ça fait 15 jours. Donc je vous disais tout à l'heure en préambule que pourquoi je défais là, c'est parce que j'ai l'impression que je suis pas bien dans le... Je suis pas bien là où il faut. Donc ça fait 15 jours que je vous ai pas fait de vidéo. En préambule, je vous disais que aujourd'hui j'avais envie de faire une journée plus à l'envie qu'à l'organisation, on va dire. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que je suis obligée de faire évoluer mon exercice professionnel en lien avec mes soucis de santé. Donc, le premier objectif d'être moins fatigué et de pouvoir du coup faire des choses pour moi et avoir le temps de faire des choses pour moi, donc du coup qui me ressourcent et qui me rendent encore moins fatiguée. Enfin, c'est le cercle vicieux. Donc ce premier objectif là, il est rempli. Bon, c'est un objectif sur lequel on travaille tous les jours, hein, c'est clair, hein. Mais il y a le deuxième objectif, de trouver une organisation de travail qui est différente de celle que j'avais avant, et du coup, et où tout est à construire pour avoir une activité acceptable. Et j'entends par acceptable, rentable, épanouissante, patati, patata. Elle en veut des choses, Fred, et ben oui, mais... Donc voilà,
Donc le volet, je réduis mon activité, je réduis ma façon de faire et du coup, je suis moins fatiguée et ça marche bien. Après, le volet, je m'organise différemment, je développe des choses, etc. Et ben ça se fait pas en 2 minutes, hein, n'est-ce pas? Alors, la réduction de la fatigue non plus, mais on a commencé à initier le truc mi-novembre, on est presque fin janvier, 2 mois et demi. 2 mois et demi, je vois une amélioration significative, hein, ça c'est clair, hein, au niveau de mon état de fatigue. Par contre, au niveau du développement des choses, de la nouvelle organisation, etc., c'est encore un peu le fouillis, hein. C'est encore un peu le fouillis, j'ai pas trop mes marques, voilà, donc voilà, donc tout ça, ça me demande une énergie, savoir comment s'organiser tout au long de la journée, qui est pas, et c'est pas encore instinctif, parce que c'est nouveau. Donc du coup, euh, perpétuellement en train de me dire comment je m'organise. Ce matin, j'ai eu envie de me dire, mais non, mais aujourd'hui, je ne m'organise pas. Aujourd'hui, je le fais au feeling. Je ne me suis pas levée très tôt. J'ai pris mon petit-déj comme d'habitude, avec ma lecture comme d'habitude. Et au lieu de me faire un temps défini de lecture pour passer à autre chose, eh ben, je suis allée au bout du bouquin, tranquille. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et voilà. Et après, j'ai dit, tiens, là, j'ai envie de faire quoi? Je regarde pas l'heure, je sais même pas quelle heure il est. Je vais me laisser les guider par mes envies, par la luminosité extérieure, par mon estomac aussi, parce qu'à un moment donné, je vais avoir faim, ça c'est sûr. Et puis, voilà. Et donc, après la lecture, la douche, etc., je dis, hop, 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 hop. J'ai bien envie d'aller broder un peu et puis de papoter un petit peu. Donc voilà ce qui m'amène jusqu'à vous ce matin. Alors, il est beau mon dos quand même, hein? C'est pas trop, c'est pas trop moche, hein? Je suis un peu une maniaque de l'arrière des broderies, hein, vous le savez. Après, je ne suis pas non plus une experte, hein, mais voilà, je démarre tout sur l'arrière, j'arrête tout sur l'arrière aussi. Ça me prend plus de temps, mais c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était à la fois des zones monoblocs, donc comme la tête de l'ours là, mais aussi des zones un peu plus confities comme la couronne. Donc la couronne, il y a eu une certaine logique. C'était d'abord une couronne de petits cœurs verts, et puis après une couronne de petits points rouges. Alors il fut un temps où j'aurais fait point par point et j'aurais tout arrêté, point par point, parce que les points ne sont pas joints. Mais là, j'ai un petit peu évolué et j'ai réussi à faire un premier cercle extérieur, un deuxième cercle extérieur, tout en n'arrêtant pas trop mon fil. Et ce qui fait que j'ai un un dos de toile qui est pas si mal que ça, quoi. Qui est pas si mal. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie un petit peu technique. Bon, alors, je recommence mon aiguiller. Donc voilà, journée feeling. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Je ne prévois rien. Je sais que là, maintenant, je brode avec vous. Selon toute logique, après, je monterai
Alors, attendez que je démarre. Alors, je démarre de 2. Voilà. Là, je dois y être. 1, 2, 1, 2. Ouais. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis une obsessionnelle de la vérification, moi. Hein. C'est Lynn, dans une de ses vidéos, qui disait ça. Hein. Compter 2 fois, broder une fois. Hein. Voilà. On a tous, parce qu'on a compté trop vite, un peu démarré trop vite un fil et se dit ah mince, je suis pas au bon endroit. Ça c'est pas cool du tout. Donc oui, donc je disais journée feeling. Donc là maintenant je brode avec vous en papotant. Je m'arrêterai quand j'aurai fini de papoter. Après, selon toute logique, je montrerai la vidéo, je la mettrai en ligne, mais voilà. Et puis la journée va se dérouler comme ça. Donc je vous disais aussi en préambule que donc j'avais pas mal avancé sur mes projets, ça je suis contente, parce que évidemment je suis moins fatiguée, donc forcément j'ai plus de temps, parce que le temps que j'avais pas en véritable temps, bon je l'avais pas, là j'en ai plus, et puis le temps que j'avais, il était aussi grignoté par la fatigue, et quand j'étais bien fatiguée, voilà, impossible de broder, impossible de lire, etc. Donc là, les choses évoluent un peu. Donc j'ai pas mal avancé sur mes projets. Et puis, j'ai eu envie de regarder. On a eu envie avec mon mari de se regarder des séries sur Netflix. On était, il y a quelques années, ouais, il y a 2 ans peut-être, on est tombé par hasard, alors par hasard, non pas par hasard, mais sur Walking Dead, donc 10 trains après tout le monde. Je me rappelle, c'était un week-end et j'avais dit, oh tiens, on pourrait peut-être essayer, voir. Ouais, parce que, alors on n'était pas convaincus, hein, des zombies, des machins et tout. Et je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, on n'avait pas trop envie de faire grand-chose et on a dit, bon, bah, on va regarder, voilà, avec le café, on va regarder le premier épisode. Ah ouais, à la fin du premier épisode, on s'est regardé, on lance le deuxième. Voilà, donc ça nous a pris comme ça. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé une série qui nous accrochait tous les deux, hein, parce qu'on a tous les deux nos domaines de prédilection en termes de thèmes, etc., qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc là, à force d'entendre des gens sur YouTube et puis nos amis voilà, en parler, on s'est dit qu'on allait tester Stranger Things. Alors je sais, mais tu connais pas Stranger Things? Ben non, je connaissais pas Stranger Things. Mais du coup attendez, je reviens un peu par là parce que je me rends compte que je dévie un petit peu la caméra là. Oup, viens par là, toi. Comme ça, voilà. Là, vous allez peut-être être mieux. Voilà. Et donc, non, je ne connaissais pas Stranger Things, donc on a commencé ça la semaine dernière. Et alors, nous, on est plutôt du style binge-watching, hein, c'est-à-dire quand on commence, voilà, on s'en colle 3 ou 4 dans la soirée, quoi, quand même. Donc voilà, donc là, on est au milieu de la saison 2. Moi, j'aime bien. J'aime pas le côté... j'aime pas. C'est pas le côté horreur, horrifique, choses bizarres qui m'intéressent.
c'est comme d'habitude, c'est la relation entre les personnages, hein. Ce petit collectif de préados là, qui sont amis et qui du coup bah, vivent des aventures bah, qui les soudent plus que jamais, quoi. Donc j'aime bien ça. J'aime bien, et puis comme d'habitude, comme dans les bouquins, moi je trouve toujours plein de thèmes qui sont abordés, enfin, à travers la vie personnelle des personnages. Pas forcément à travers ce qu'ils vivent, de fantastique dans la série, mais voilà, les quatre copains, ils ont tous une vie familiale différente, un contexte familial différent, avec des problématiques différentes. J'aime bien, moi, tout ça. J'aime bien tout ça. Et, et pour ceux qui connaissent, je sais pas, moi j'ai une affection toute particulière pour Dustin. Je le trouve drôle. Je le trouve drôle, attachant, drôle. Qu'est-ce que je le trouve drôle? Ah, voilà. Donc voilà. Donc ça, on a commencé ça. Alors, moi j'ai la fâcheuse habitude, hein, quel que soit le niveau d'action de ce que je regarde, il y a un moment donné où si je commence à m'allonger un peu, il y a un moment donné, quelle que soit l'heure de la journée, hein, c'est incroyable, hein, le sommeil va me rattraper. Donc en fait, je fais des sessions de rattrapage, parce qu'il y a un moment donné, je loupe des trucs. Donc je fais des sessions de rattrapage, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc là, on est là. Je redémarre, hein, ma petite écharpe. Oups, oui, voilà, c'est ça. Donc je fais des sessions de rattrapage, mais c'est pas très grave. Ensuite, la deuxième série, alors que là, c'est moi qui ai commencé toute seule. Voilà, j'ai commencé à regarder 10%. J'aime bien les séries françaises. Je trouve qu'il y a des fois, c'est de bonne qualité. Alors 10%, c'est l'histoire enfin, j'imagine que beaucoup de monde connaît. C'est l'histoire d'agents euh, pour, pour acteurs, en fait. Et donc qui représentent des acteurs et qui sont chargés de s'occuper de leur carrière professionnelle, en termes de contrat, en termes voilà, de relations avec les autres, etc. Et c'est une série tragico-comique, hein, parce que ça dénonce vraiment ce milieu un petit peu de requin du cinéma et des agents de cinéma. Et j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Alors c'est pareil, là je suis un petit peu à la ramasse, ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé, ça. Puis j'avais jamais franchi le pas. Donc c'est rigolo parce que, bon, alors il y a les acteurs qui jouent les membres de l'agence, et puis vous avez des acteurs qui jouent leur propre rôle, ceux qui sont représentés par l'agence, quoi. Donc évidemment, ils jouent leur propre rôle, mais c'est pas leur propre vie qu'ils jouent. Et puis il y a un certain second degré, il y a une certaine prise de risque là-dedans, je trouve, moi.
Donc on a vu passer en personnalité vraie. Ah, j'ai encore fait un nœud, ça m'énerve. On a vu passer Lynn Renaud et Françoise Fabian, on a vu passer Audrey Fleurot, on a vu passer François Berléand, donc Audrey Fleurot qui joue Audrey Fleurot, François Berléand qui joue François Berléand. Et, voilà. Et tout ça, comme d'habitude, avec voilà, l'histoire de l'agence et des différents acteurs qui ont des problèmes qui doivent être réglés par l'agence, c'est le fil conducteur, mais enfin, l'histoire, c'est quand même l'histoire de la vie des agents, quoi. Des agents, des acteurs de cinéma. On a vu Nathalie Baye et Laura Smet aussi, qui jouaient Nathalie Baye et Laura Smet, c'est-à-dire mère et fille, quoi. C'était bien ça. Enfin, c'était drôle. Puis c'est surtout, voilà, c'est surtout le monde du cinéma qui est dépeint, mais je pense de façon assez réelle, hein, parce que ça doit être un milieu de... Je sais pas si c'est pas un milieu de... Bah si, forcément. D'apparence et de jeu de pouvoir et de... C'est drôle. Enfin, je trouve que c'est drôle. Les acteurs sont pas des acteurs... Enfin, les acteurs récurrents sont pas des acteurs très très connus, enfin, que moi je connaissais pas forcément beaucoup. Camille Cotin, je crois. Oui, Camille Cotin, Thibaut de Montalembert, enfin voilà. Mais bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ils sont, voilà. C'est pareil, chaque histoire de vie des agents voilà, appelle à une petite réflexion sur les modes de vie, enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je trouve que pour moi, c'est ça qui est... Voilà, j'aime beaucoup plus ça que des séries 100%, enfin 100% action. Non, mais c'est la même chose avec les romans policiers, par exemple. Les romans policiers ou en plusieurs tomes, voilà, ou en one shot, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, oui, l'intrigue, oui, d'accord, oui, l'intrigue, oui, ce qui s'y passe, oui, la découverte de... ça m'agace. Oui, la découverte de la résolution du problème, etc. Mais avant tout, c'est la vie des personnages qui m'intéresse. C'est voilà. Faudrait que je mette un petit peu. Je sais pas pourquoi il nous comme ça. Et c'est fou, hein, parce que bon, alors dans ces cas-là, vous voyez, moi je me prends plus la tête. Où est-ce que j'ai mis ma paire de ciseaux? Après, le fil, il s'abîme. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va redémarrer. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est pareil, là j'ai un peu binge-watché pendant que mon mari n'était pas là, les soirs où mon mari n'était pas là. J'ai un peu binge-watché 10%. Donc j'attaque la saison 2 là, je crois.
J'aime bien. Et il y a des fois, enfin, ouais, c'est pareil, c'est drôle. J'aime bien là, quand ça allie un côté d'humour. Second degré ou premier degré, enfin ça dépend comment c'est fait. Si c'est bien fait. Alors je pourrais choisir de couper là, hein, le temps de remettre, mais non, hein, c'est la vraie vie de la brodeuse, ça. Hein. C'est pas que la plénitude de la croix qui apaise, etc. Non, non, il y a des fois c'est la galère. Hein. C'est pas que voilà, on y est, je crois. Voilà. Bon, allez, c'est reparti. C'est reparti. Bon, alors après les séries, je vais vous parler de mes lectures. Je vais vous parler de mes lectures. Si j'arrive à recommencer une aiguillée correcte. Nom de nom de nom de nom. Voilà. Alors, mes lectures. Donc, dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais terminé Dessous les roses d'Olivier Adam. J'avais terminé Dessous les roses et ben ma foi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Alors, rapidement, je vous refais un petit peu, sans m'étendre trop dessus. Donc, l'histoire d'une fratrie de Claire, Paul et Antoine, qui sont frères et sœurs, et qui sont réunis à la veille de l'enterrement de leur papa. Alors, on le comprend avec la 4e, et puis je spoile rien, hein, puisque c'est la fin du premier chapitre, je crois. Enfin, c'est dit clairement à la fin du premier chapitre. Et donc, ils ont été élevés tous les trois, pardon, en banlieue parisienne, dans une famille modeste d'ouvriers, oui, voilà, et qui n'avaient qu'un credo, c'était travailler pour pouvoir rembourser le prêt de la maison et pour pouvoir éduquer leurs enfants et leur offrir une vie décente pour qu'ils ne puissent manquer de rien et qu'ils puissent aller en vacances au moins une fois par an. Voilà, en gros. Donc ces trois-là, ils ont été élevés de la même façon, mais ils n'ont pas vécu les choses de la même façon. Et du coup, à l'âge adulte, il y a des dissensions qui se sont installées entre les membres de la famille. Donc l'aînée, Claire, c'était l'enfant modèle, l'enfant sage, celle qui faisait pas de bruit, qui roulait bien, qui réglait un peu tous les problèmes. Elle est devenue infirmière, elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants, et puis elle s'aperçoit qu'elle n'est pas trop satisfaite de sa vie, donc elle s'apprête à tout remettre en question pour vivre une histoire, enfin son histoire avec un grand H, avec un autre homme. Ensuite, il y a Paul, le deuxième. Alors Paul, c'est l'enfant terrible. C'est l'enfant rebelle, l'enfant hypersensible, l'enfant qui pose toujours des questions. C'est l'enfant du pourquoi. Et Paul, il est plus
Claire, elle était plus un peu résignée, c'est comme ça, etc. Et bah, voilà, elle aurait peut-être aimé autre chose, mais elle n'a pas su le formuler. Elle aurait peut-être été en quête d'affection, mais enfin, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'affection, c'est qu'il n'y avait pas de démonstration affective. Mais voilà, elle s'est dit c'est comme ça. Tandis que Paul, lui il est en quête de démonstration affective qu'il n'a pas. Et du coup, ça fait de lui quelqu'un qui se rebelle, qui va tenter des expériences, qui... Voilà. Et Paul, il est devenu cinéaste. Il est devenu cinéaste et il écrit et il tourne des films avec, en prenant dans son enfance des événements et en les faisant vivre à ses personnages. Et voilà. Et il construit ses personnages autour de ça. Donc, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il détourne la vérité? Est-ce qu'il livre sa vérité? C'est toute la question. Mais du coup, cette activité un petit peu où sa famille a l'impression qu'on l'accuse, etc., elle est très mal vécue par ses parents. Elle était mal vécue par son père. Sa mère le protège toujours un peu, sa sœur aussi. Et puis elle est surtout très mal vécue par Antoine, le cadet. Donc il est cadet de 5 à 6 ans, je pense. Et lui, c'est un homme qui est devenu l'antithèse sociale et professionnelle, l'antithèse sociale, professionnelle et personnelle de sa famille, puisque c'est un jeune cadre dynamique, membre d'une start-up, toujours connecté, avec une position sociale, mais par contre qui pour le moment n'a pas de famille, n'est pas établi personnellement dans la vie, voilà. Et pourtant, c'est celui qui revendique avec le plus de ferveur son enfance et qui garde une nostalgie douloureuse de son enfance, d'autant plus douloureuse que il accuse son frère, donc il accuse Paul, d'offrir sa famille en pâture lors de ses films. Donc voilà. Donc ces trois-là se retrouvent et ils vont discuter, parfois violemment, parfois toujours passionnément, parfois violemment, parfois de façon assez émotionnelle, etc. Voilà, ça m'a... Alors, je ne vous livre pas le point clé qui démarre tout au début, parce que moi je l'ai vite oublié, et ça m'a rattrapé après, mais parce que là je vous spoilerai, mais encore une fois, voilà, c'est plein de... Voilà, c'est plein d'images du passé, c'est plein de... C'est savoir comment chacun vit les choses. Un événement qui se passe de la même façon. Un événement ne se passe jamais de la même façon pour aucune personne. Et donc après, c'est savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a besoin de le garder précieusement? Est-ce qu'on a besoin de se livrer? Est-ce qu'on a besoin de le faire dire à d'autres à travers des personnages? Voilà. J'ai bien aimé. Mais vous voyez, c'est comme je disais, j'en parle, c'est toujours mieux, j'en parle mieux avec le recul. Je crois.
Et puis parce que j'avais pris des notes aussi. Ensuite, je vous parle de ma claque. Des fleurs pour Algernon de Daniel Caillez. J'ai postité. Alors, Des fleurs pour Algernon de Daniel Caillez. Alors, cette édition, c'est une édition argumentée qui comprend 3 choses. Qui comprend le roman, donc Des fleurs pour Algernon, qui comprend la nouvelle initiale, et qui comprend un essai autobiographique qui s'appelle comment Algernon, Charlie et moi, et que je ne l'ai pas encore lu, cette partie-là, et je pense que c'est le récit de l'écriture du bouquin, je pense. Et ça promet d'être assez intéressant. Alors, moi, ce bouquin-là, donc c'est un roman de l'imaginaire, c'est un roman d'anticipation. Et comment j'en suis venue à lire ce livre, c'est parce que il y a quelques années, j'ai vu l'adaptation télévisuelle qui avait été faite avec l'acteur principal dans le rôle de Charlie, c'était Julien Boisselier. Julien Boisselier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'avais regardé ça, je me rappelle, ça devait être passé sur France 3, je crois. C'était en deuxième partie de soirée. Et ça m'avait scotché. Ce film m'avait scotché. Et donc, quand j'ai su que c'était l'adaptation, je m'étais dit, il faut que je le lise. À un moment donné, il faut que je le lise. Bon, alors, de quoi parle-t-on dans ce roman ? Alors, Des fleurs pour Algernon, c'est construit sous la forme d'un journal de bord. C'est le journal de bord de Charlie Gordon. Charlie Gordon, c'est un homme de 34 ans, je crois, qui c'est un déficient intellectuel, un simple d'esprit, comme on dit. Ce jeune homme, il travaille dans une boulangerie. Il a une vie qu'on pourrait qualifier de à peu près normale, entre guillemets. Il travaille dans une boulangerie comme homme à tout faire. Il fait du nettoyage, il rend de menus services, il fait quelques livraisons. Cette boulangerie, elle appartient à un ami de son oncle qui a promis, à la mort de ce dernier, de toujours s'occuper de Charlie et de toujours l'employer et pour lui permettre ainsi d'avoir une vie à l'extérieur d'une institution qui s'appelle l'Asile Warren, dans lesquels sont hébergés et soignés les déficients mentaux. Voilà. Donc Charlie a un travail, Charlie a une chambre dans laquelle voilà, il habite. Charlie a des amis, entre guillemets, qui sont ses collègues de la boulangerie, avec lesquels... Alors quand je dis amis, entre guillemets, c'est que Charlie les définit comme étant ses amis, avec lesquels il rigole, il rit, il partage de bons moments. Bon, il s'aperçoit bien qu'il y a des fois, il ne peut pas discuter avec eux parce que les sujets qu'ils abordent, il ne les comprend pas. Il est bien évident que tous les employés de la boulangerie ne sont pas bienveillants non plus, que certains rires sont plus des moqueries que des rires. Voilà, mais ça, Charlie en a pas conscience. Donc voilà, et puis parallèlement à ça, Charlie suit des cours alors j'ose pas dire des cours d'alphabétisation parce que peut-être que c'est un peu fort, des cours qui sont destinés aux déficients mentaux, qui sont animés par une psychologue.
Cette psychologue, elle travaille à l'intérieur, enfin, au sein d'un collège. Alors, un collège tel qu'on le définit aux États-Unis, hein. Le roman se passe à New York, hein, je crois. Ouais. Voilà. Et au sein de ce collège, il y a une équipe de scientifiques qui travaillent sur des souris et qui travaillent sur le décuplement, pardon, des facultés intellectuelles des souris. Donc l'expérience sur les souris est un franc succès. La souris phare de cette expérience, c'est Algernon, d'où le titre des fleurs pour Algernon. Et donc là, il s'agit de transposer l'expérience animale sur l'être humain. Donc, Charlie est présélectionné pour cette expérience parce que dans le cours d'alphabétisation qu'il suit, c'est pas forcément celui qui a les plus grandes capacités pour progresser, mais c'est surtout celui qui a la plus grande motivation, parce que pour lui, être plus intelligent et apprendre plus de choses, savoir mieux lire, savoir mieux écrire, etc., pour lui, ça va le rendre plus intelligent et ça va lui permettre d'être plus normal et d'avoir plus d'amis. Il ne sait pas d'où vient cette idée-là, que voilà, mais il a cette unique conscience-là que voilà, plus de connaissances, ça lui permet d'avoir plus d'amis. Donc il est sélectionné, il passe des tests et on lui demande au fur et à mesure, quand il passe les tests, etc. Là, je vais m'engager avec un tout petit zigouigoui comme ça, vous croyez là? Oui, en tête. Et donc on lui demande, quand il passe les tests, on lui demande de tenir un journal de bord. Donc l'auteur fait écrire Charlie. Donc les premiers écrits de Charlie sont des écrits naïfs, bourrés de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, et puis très naïfs, quoi. Et on va voir ces écrits se modifier, forcément, au fur et à mesure de l'expérience. Donc pour arriver à décupler, alors attendez, je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 à partir de là. Vous voyez là ce que je compte ou pas? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Donc Charlie est sélectionné pour l'essai. Alors on lui fait passer des tests, il sait pas ce que c'est, il se demande ce que c'est, il a peur d'avoir loupé, enfin c'est... Voilà. Et finalement, il est sélectionné pour 1, 2, 3, 4. Voilà. Il est sélectionné pour l'expérience. Donc ça commence par une opération chirurgicale. Et puis après et on lui injecte des hormones, je crois. Enfin bon, ça, de toute façon, c'est un roman d'anticipation. Hein. Normalement, ça n'existe pas, ce genre de choses. Je dis bien normalement, ou alors on ne sait pas tout, mais... Et donc voilà. Et donc Charlie se réveille et est étonné parce qu'il est
au retour de l'opération, au retour immédiat de l'opération, ben, il n'est pas immédiatement plus intelligent, forcément. Donc, il s'affole un petit peu, il est un peu en colère, jusqu'à ce qu'on lui dise, attends, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc, il s'agit donc, Charlie, en tant que déficient intellectuel, il manque donc de connaissances, donc la matière, mais il manque aussi de réflexion, une capacité critique pour pouvoir analyser ce qu'il entend, faire des liens et pouvoir en discuter. Donc, première chose, il faut déjà le soumettre à l'information, à la connaissance, et puis voir s'il arrive à se souvenir des choses. Parce que il dit bien dans les débuts du livre qu'il ne retient rien, qu'il apprend rien, etc., etc. Donc, il commence à le soumettre à un flot d'informations continues. Donc, tout d'abord, par l'intermédiaire d'enregistrements qui sont diffusés en permanence dans son appartement, et notamment aux moments cruciaux où on retient plus les choses, c'est-à-dire juste avant de dormir. Donc, il s'aperçoit que petit à petit, il commence à retenir des choses, il commence à comprendre des choses, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, au lieu que ce soit l'information qui vient à lui, il va vouloir aller par lui-même, aller chercher d'autres informations et construire ses connaissances lui-même. Donc là, effectivement, la progression se fait de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'il apprend vite, il apprend beaucoup, il apprend vite, et il se métamorphose radicalement. Hein, voilà. Et ça dans le film, c'est très visuel. Hein. Enfin, Julien Boisselier, un jeu d'acteur là-dessus qui est très très bien, parce que, enfin voilà, il est tout courbé, tout recroquevillé sur lui-même au début, et au fur et à mesure que ses capacités intellectuelles se développent, il se développe lui aussi, il s'ouvre, etc. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure qu'il apprend des choses, qu'il va chercher de l'information, et bien, les souvenirs de son passé remontent à la surface. Et du coup, il va falloir gérer en très peu de temps la somme de connaissances qu'il engrange, qu'il commence à comprendre, les souvenirs de son enfance qu'il avait jusque-là. Alors, est-ce qu'il les avait occultés, ou est-ce qu'il n'avait pas la faculté intellectuelle de les analyser? C'est pour ça qu'elles étaient mises de côté. Donc, tout remonte à la surface. Alors, je ne vous explique pas le bazar, hein, parce que dans l'intelligence, hein, décupler l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire décupler l'intelligence? Parce qu'on parle de l'intelligence, alors comment on peut dire, intelligence intellectuelle, mais qu'en est-il de l'intelligence émotionnelle? Puisque Charlie est un être émotionnel, et acquérir des connaissances va plus vite dans son cas que forger son intelligence émotionnelle. Donc c'est un homme qui va faire l'apprentissage du décalage, en fait. Il était décalé par rapport aux autres avant cette expérience. Et il va être
dans un sens, on va dire, et maintenant, il va être décalé par rapport aux autres, mais dans l'autre sens. Donc sa volonté d'intégration, de, de, de se faire des amis, etc., bah, ça va être mis à mal, bien sûr. Alors là, on a l'impression que je spoil, mais en fait, c'est pas la conclusion de l'histoire qui est, enfin, c'est pas la façon dont ça va finir qui est important. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur et le fil de la pensée de Charlie qui est important à, à suivre, quoi. Qui est important et très, très, très émouvant à suivre. Parce qu'en fait, il va comprendre des choses donc, sur la vie en général, sur les autres en particulier, sur le fait d'être différent dans un sens ou dans un autre. Hein, voilà, être pas assez ou être trop. Enfin, voilà, il va prendre conscience de tout ça, il va prendre conscience des sentiments humains, il va prendre conscience de son histoire familiale qu'il ne connaît pas en fait, dont il ne se rappelle pas, dont il se rappelle pas. Il va en prendre conscience, il va l'analyser. Ça va pas être simple parce que au début on ne sait pas pourquoi il a atterri sur les conseils de son oncle et pas de ses parents qui sont encore en vie dans une boulangerie. Donc il y a toute cette histoire auquel il va accéder et, euh, et, et c'est l'histoire d'une vie, quoi. C'est l'histoire d'une vie, donc c'est ce qui forge, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous façonne. Mais ça nous façonne au fur et à mesure. Ça nous façonne pas je ne sais pas sur combien de temps c'est censé se passer, mais c'est censé se passer en quelques mois. Ça ne nous façonne pas en quelques mois. En quelques mois, vous prenez une vague sur la tête, c'est tout ce que vous prenez. Enfin, c'est tout ce que vous prenez. Voilà, donc voilà, Charlie va y aller crescendo, puissamment, violemment, difficilement. Et puis, alors ce n'est pas un spoil, parce que dans la 4e de couverture, il y a marqué un jour les facultés supérieures d'Algernon, donc la souris, commencent à décliner. Donc, c'est pas un spoil de vous dire qu'il va en être de même pour Charlie. Et que là c'est terrible. Enfin, là, moi ça m'a bouleversée. Donc voilà, donc il y a ce pourquoi j'ai postité là, c'est qu'il y a plein de thèmes il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce bouquin. Qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qu'on fait des connaissances par rapport aux émotions, est-ce qu'il y a des fois, même si on parle la même langue, on parle vraiment la même langue. Il le dit dans le livre, le langage est parfois voilà, arrive un moment où Charlie, il sait parler, il sait s'exprimer, il sait beaucoup de choses, voilà, plus même qu'il n'en espérait. Et malgré tout, il n'arrive pas à communiquer avec les autres. Voilà. Donc, voilà, et puis donc il devient le nouveau Charlie. Le nouveau Charlie, mais le nouveau Charlie, peut-il faire abstraction de l'ancien Charlie? Est-ce qu'on peut faire abstraction de sa nature originelle? Est-ce qu'on a pouvoir de tout transformer avec la connaissance? Et puis c'est qui le vrai Charlie? Enfin, je veux dire, c'est celui d'avant, c'est celui de maintenant, c'est celui d'après, voilà. Donc vous voyez pourquoi ça m'a
ça m'a bouleversée. Et puis alors après, je laisse à ceux qui voudront découvrir le livre de découvrir l'histoire familiale de Charlie. Alors là, ouh ouh. Il y a plein d'éléments, hein. Il y a des éléments sociologiques, il y a des éléments psychologiques, il y a des éléments psychanalytiques, il y a plein d'éléments dans ce livre. Alors je ne sais pas. Alors après, moi ce que je vous lire ici, c'est moi la façon dont j'ai perçu le bouquin. Hein. C'est en rien une analyse. Je ne sais pas du tout si voilà, c'est moi ce que j'ai ressenti. Hein. C'est en rien une analyse du livre, une grille de lecture ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment peut-être que ceux qui l'ont lu l'ont pas du tout perçu comme ça, mais c'est ça aussi. Attendez, 1, 2, 3, 4. Et il faut que je m'arrête là, autrement je vais faire des bêtises. C'est ça aussi la magie de la lecture. C'est pouvoir voir des choses différentes sur un même bouquin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, chacun sa vérité. Chacun sa vérité. Voilà, donc voilà pour Des fleurs pour Algernon. C'est assurément quelque chose que je relirai. C'est assurément quelque chose que je relirai après avoir lu l'essai autobiographique, je pense. Parce que c'est pareil. Quand on lit un bouquin, la première lecture, c'est une chose. La deuxième lecture, c'en est une autre. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je ne sais pas, je tire ma... Voilà. Je ne sais pas, mais j'étais en train de me demander s'il y avait déjà un roman que j'avais relu. Et je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai trop peur d'être déçue, moi, je crois. En disant, j'ai un souvenir, hein, c'est pareil, voilà, c'est comme, vous avez un souvenir, vous avez... Et, et forcément, une relecture, ça change le souvenir, ça change... Parce qu'entre-temps, vous avez changé, entre-temps, vous avez vécu d'autres choses. Donc voilà, voilà pour Des fleurs pour Algernon. Et puis le dernier bouquin dont je voulais vous parler, c'est le bouquin... Alors attendez, c'est le bouquin que j'ai terminé ce matin. Le bouquin que m'a offert Sandrine de la chaîne Sandrine Polypassion. Quand on s'est vu l'autre jour pour notre petit papotage. Donc Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss aux éditions Cherche Midi. Alors ça, c'était un petit bijou. Mais un petit bijou. Qu'est-ce que j'ai ri. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Alors, Karsten Duss, c'est un auteur qui est allemand. Donc ça fait un tabac en Allemagne apparemment. Hein. Ça fait un tabac en Allemagne. Et les droits ont été achetés par Netflix, je crois, pour en faire une série. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, ça parle d'un avocat. Qui s'appelle... Oh là là. Alors, il a un nom. Björn Dimmel. C'est un avocat d'une quarantaine d'années. Oui, c'est ça. Ce monsieur, il travaille dans un cabinet d'avocats où il est employé et non pas associé. Ça a son importance. Il est employé et non pas associé. Et pourquoi pas associé? Parce que son client principal, donc son mandataire principal, c'est un des parrains du crime organisé. Voilà. Donc, ce travail, donc c'est son client quasi exclusif
pour lequel il résout tous les problèmes possibles et imaginables. Donc ce travail lui demande une disponibilité de tous les instants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réponde pour être en sécurité pour lui-même, et puis pour toucher le gros pactole, parce qu'effectivement, ce genre de client paye bien. Donc ça lui demande une disponibilité de tous les instants. Il doit être là à chaque fois que l'autre le siffle, en gros. Et surtout, ça va un petit peu à l'encontre des convictions initiales qui l'ont amené à faire du droit, et notamment du droit pénal et du droit des affaires. Voilà, je pense que tout avocat a pour, je sais pas, peut-être pour ambition initiale de défendre la veuve et l'orphelin. Là, il se démène pour un patron du crime organisé, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu, ça lui donne un petit peu des aigreurs d'estomac au garçon. Mais bon, c'est comme ça. Sauf que effectivement, donc cette activité très lucrative qui lui fournit un train de vie plus que confortable a des impacts sur sa vie personnelle. Donc Björn, il est marié et il a une petite fille d'à peine 3 ans. Et sa vie de famille se ressent effectivement de son manque de disponibilité, de son esprit toujours occupé, voilà. Et donc sa femme lui donne lui met un ultimatum, lui dit: écoute, si tu fais rien pour changer ton état de stress permanent là, et nous offrir du temps, mais du vrai temps, parce que soit t'es pas là, soit t'es là, mais t'es pas là parce que ton esprit est occupé à autre chose, soit tu mets en place des choses, tu vas voir quelqu'un, etc., pour améliorer la chose, soit je prends Émilie, donc Émilie c'est leur fille, et je m'en vais. Ok. Donc pressé par cet ultimatum, alors plus pour sa fille que pour sa femme d'ailleurs, hein, puisqu'au départ il dit que voilà, ils sont mariés, mais ils vivent ensemble, mais c'était peut-être plus une facilité qu'une passion, enfin bon bref. Ils ont mis Émilie, et par contre sa fille c'est tout pour lui, etc. Et il est conscient de ne pas lui offrir du vrai temps. Donc, suite à l'ultimatum de sa femme, il va voir un coach de pleine conscience, qui s'appelle, alors qui a un nom à coucher dehors. Attendez, je vais vous dire. Qui s'appelle Joschka Breitner. Donc, qui est coach de pleine conscience pour les cadres dirigeants et qui a écrit un livre qui s'appelle Ralentir sur la voie de dépassement, manuel de pleine conscience pour cadres dirigeants. Donc il va le voir dans un premier temps un peu en disant ouais c'est bon, j'y crois pas tellement moi à ces trucs-là, mais bon bref, s'il faut faire quelque chose pour récupérer Émilie, voilà. Et finalement, ils font des séances ensemble, et donc il arrive, contre toute attente, à mettre en application quelques préceptes de ce coach, et notamment à isoler un peu les choses entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et à se ménager ce qu'il appelle des îlots de temps. C'est-à-dire les îlots de temps, ce sont des îlots qui ne vont être consacrés que à sa vie familiale, et en particulier que à la relation avec sa fille. Donc il met un petit peu tout le monde au courant, le cabinet d'avocats, son mandataire principal, en disant voilà, je mets des choses en place. Voilà, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille et je suis disponible pour personne. Quand mon téléphone est éteint,
il est éteint et voilà, je ne suis là pour personne et je vous rappelle quand je ne le laisse pas éteint 3 mois, hein, mais je vous rappelle quand je suis disponible. Donc les choses se mettent en place et il décide de concrétiser la chose en prenant sa fille pour aller passer un week-end avec elle dans une vaste propriété avec un lac. Bon, la propriété appartient au patron du crime organisé, bien évidemment, mais bon, bref, il faut bien que le boulot d'avocat de ce genre de personne ait quelque avantage. Et sa femme accepte de le laisser partir tout seul avec elle, avec la menace. Je t'avertis, s'il y a un truc qui se passe mal, Émilie, tu ne la revois pas. Ok, bon. Donc, dit, ok, pas de problème, non, mais voilà, les choses sont claires, il n'y aura rien qui se passera mal. Ok. Donc, il organise ça. Et le matin de partir, il oublie d'éteindre son téléphone. Il oublie d'éteindre de son téléphone et juste avant de partir, un appel. Donc la consigne, c'est le téléphone allumé, le téléphone est allumé, il répond. Il répond, c'est son mandataire principal qui lui donne une phrase. Ils ont établi des codes, hein, une phrase code qui veut dire rejoins-moi tout de suite, j'ai besoin de toi, je suis dans la crotte. Donc là, il ébauche brièvement le scénario et dit bon, alors attends, donc c'est pas l'appel d'urgence ultime, mais c'est l'étape d'avant. Donc en gros, il dit alors, je vais prendre Émilie, je vais la déposer au bureau, il y aura bien une stagiaire qui va me la garder pendant 1 heure ou 2, je rejoins mon mandataire, là où il me dit d'aller, je vois ce qu'il me veut, et comment je peux temporiser les choses jusqu'à lundi matin, le temps que j'aille passer mon week-end. Et puis après, hop, je dis ok, je mets les choses sur les rails. Et puis après, hop, je vais passer mon week-end, j'éteins mon portable et je lui dis on s'en occupera lundi matin. Ça, c'est la théorie. Sauf que ça, vous rendez bien compte que ça ne va pas du tout se passer comme ça, évidemment. Et que les choses vont légèrement déraper, mais très légèrement. Et que Björn va être pris dans un engrenage un peu infernal. Et pour se sortir, pour progresser, parce qu'il s'en sortira pas, pour progresser dans cet engrenage, il va utiliser le manuel de son coach, là, pour pouvoir gérer la situation. Donc, c'est une écriture très, très enlevée, très cynique. Ça m'a fait penser un peu au style alors, il y a beaucoup de réflexions sur la mafia, sur les tueurs, voilà, ça fait très... il y a des fois, ça peut faire très tonton flingueur. Il y a des fois, ça m'a fait penser au bouquin de Hugh Laurie, là, Tout est sous contrôle, où vraiment, voilà, les tueurs à gages, etc. Il y a ça. Il y a des réflexions sur la société, etc., etc. Et ça m'a fait penser alors, peut-être parce que je sais que ça va être adapté sur Netflix, mais que les droits ont été achetés par Netflix, mais ça m'a fait penser à Breaking Bad. Je ne sais pas si vous connaissez la série où ce professeur de chimie qui découvre qu'il est malade est obligé d'hypothéquer sa maison. Alors, j'ai plus vraiment le déroulement, hein, mais enfin bon, bref, il a un gros souci d'argent. Et il se met à fabriquer de la meth
il est chimiste. Donc, il se met à fabriquer de la meth, à vendre de la meth pour avoir de l'argent. Sauf que quand on vend de la meth, ça veut dire qu'on se met sur le marché des dealers de drogue et donc qu'on se confronte à tout l'environnement des dealers de drogue. Et il se met dans il se met dans des situations et dans des engrenages qui ne sont pas possibles. Et ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça. Donc, le roman, il est bien fait parce que, alors, chaque tête de chapitre est un paragraphe du bouquin du coach de pleine conscience. Alors, le coach de pleine conscience et son bouquin sont fictifs, évidemment, mais les réflexions de pleine conscience sont très justifiées, hein, sont très... Je vous lis la première. Donc le chapitre 1, ça s'appelle la pleine conscience. Si vous attendez devant une porte, vous attendez devant une porte. Si vous vous disputez avec votre femme, vous vous disputez avec elle. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Si vous attendez devant une porte et que vous en profitez pour vous disputer mentalement avec votre femme, ce n'est plus la pleine conscience, c'est juste idiot. Donc voilà. Donc tous les chapitres sont précédés d'un paragraphe du bouquin du coach de pleine conscience, et en fait un paragraphe qui va inspirer le Björn dans le déroulement de ses... Donc en gros, il va s'en sortir avec son bouquin de pleine conscience à la main, voilà, et qui va l'inspirer tout au long du truc. Et puis il y a des réflexions que j'aime beaucoup aussi, hein. C'est voilà, un homme qui fait toujours ce qu'il veut n'est pas libre. L'idée seule de toujours devoir faire quelque chose emprisonne. N'est réellement libre que celui qui, pour une fois, ne fait pas ce qu'il ne veut pas. Donc voilà. Donc vous avez le paragraphe au début et puis après dans l'histoire, alors c'est très très bien mené. Voilà, à un moment donné ça devient compliqué. Parce qu'il y a plein de protagonistes et l'organisation du crime, c'est une organisation qui est compliquée. Donc voilà. Et ça se termine. C'est une fin ouverte. On sait qu'il va y avoir un autre roman. Et printemps 2023, quand la montée au paradis devient une descente aux enfers, des meurtres pour lâcher prise. Donc ça, ouais, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture. J'espère vraiment qu'il va être adapté sur Netflix. Je me demandais quelle est la... Quand je lisais, je me disais, tiens, quel acteur ils vont prendre pour ça? Je sais pas. En tout cas, merci à toi, Sandrine, pour ce roman, encore une fois, judicieusement choisi. Je sais que tu voulais lire, je vais te le passer, hein, la prochaine fois qu'on se voit, je te le passe, ça c'est sûr, parce qu'il faut que tu le lises. Ça fait du bien. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien. Après l'intrigue policière, etc. Enfin voilà, elle est très très bien menée. Mais c'est vraiment ce côté décalé, quoi. Décalé entre une action qui va vite, vite, vite et qui repose sur un manuel qui prône de ralentir. Ouais. Et j'avais lu la note de fin de l'auteur. Voilà, ceci est mon premier roman. En gardant l'esprit ouvert pendant la lecture, vous remarquerez que la pleine conscience, bien qu'elle soit traitée avec humour, est importante à mes yeux. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il est avocat, hein. Il est avocat, Carsten Duss. Né en 1973, il est avocat. C'est traduit l'allemand par Jenny Bussek. Et honnêtement, la traduction, elle est chouette. Enfin, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Bon, ben voilà, je suis rendue à pas tout à fait mes trucs rouges, mais j'en ai pas mal fait. Je ne sais pas, alors attendez, je passe derrière la caméra. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Alors,
Juste juste la partie où je papote, là, ça fait déjà 1 h 15 que je papote. Plus l'intro, hein. Voilà, une petite vidéo de un peu moins d'une heure, à peu près 1 h 30. Bon, ben écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Qu'est-ce que je vous dirais de plus? Que oui, normalement, dans les jours qui viennent, début de semaine prochaine, je pense, qu'il y aura donc je vais essayer de tourner le podcast de Petites Croix pour vous montrer vraiment mes avancées. Et puis après, peut-être que je repartirai sur des vlogs. Je sais pas trop encore comment articuler tout ça. Et puis que je garderai les aiguilles à papote pour, bah ouais, pour du papotage sur les séries, sur ce que j'ai pensé des séries, sur ce que j'ai pensé de mes lectures, etc. Mais je m'aperçois que, ouais, il faut que présenter des livres en vlog au fur et à mesure, c'est pas pareil que de, de prendre les romans, de les lire, de les poser, de les laisser reposer un peu. Alors vous me direz, le dernier, j'ai pas reposé beaucoup, mais enfin, je peux pas vous raconter tout ce qui se passe dans le roman, parce que là, je vous spoil du début jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment l'esprit que j'espère vous avoir transmis. L'esprit de ce roman décalé, là, entre le roman policier et voilà, l'agitation l'agitation de ce qui se passe, avec tous les événements qui s'enchaînent sur un temps très très court, et puis la façon dont c'est géré, et donc la façon dont le protagoniste fait redescendre les choses avec ce manuel de pleine conscience, quoi. De pleine conscience où on redescend, on est là, dans l'instant présent, et puis on voit ce qui se passe après. Bon, allez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était très agréable. C'était un moment de pleine conscience, justement. J'étais vraiment là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez envie, ou pas si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et puis je vous redis à tout bientôt.